Je voudrais continuer maintenant à vous présenter la dernière partie de cette journée. On va parler d'émissions résiduelles de CO2. Quels enjeux pour le stockage? La stratégie nationale bas carbone mentionne la technologie de stockage de CO2 pour certains types d'émissions comme nécessaire à l'atteinte de l'objectif national de neutralité carbone à l'horizon 2050. La France mène depuis plus de 20 ans des programmes de R&D sur les différentes briques de la chaîne de valeur. Et il y a même un pilote industriel qui a été réalisé. Des propositions de feuilles de route régionales commencent à voir le jour et des premières configurations d'installations sont esquissées. Pour autant, la réalisation concrète de projets de stockage fait face à de nombreux défis et c'est de ça dont il va être question maintenant avec plusieurs interventions. Je voudrais demander à Florence Del Prajano, Isabelle Cernilovski, Sylvie Gentier, Laurent Jam et Thomas Le Guénan à nous rejoindre, prendre place. Et puis on va tout de suite donner la parole, bonjour madame, à Florence Del Prajano pour une première intervention. Vous êtes présidente du club CO2, responsable de programme à l'IFPEN, et vous allez nous parler, madame, du contexte et de la stratégie nationale en lien avec cette thématique. Alors, je vais simplement prendre 30 secondes pour vous permettre, c'est celui-ci, hein, je crois. C'est le deuxième. Ah, pardon. Oui, c'est marqué en plus. Voilà, donc on parle de contexte avec vous. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, merci d'abord pour cette invitation à vous présenter, vous donner des éléments de contexte, en fait, sur le stockage géologique du CO2. Donc, je le fais au titre du club CO2, dont j'assure la présidence. Donc, juste quelques mots. Le club CO2, c'est aujourd'hui 50 membres. On sera plus nombreux dans une quinzaine de jours. C'est 50 membres français qui sont des acteurs engagés sur l'ensemble de la filière du captage, du transport, du stockage et de la valorisation du CO2. Donc c'est une diversité d'acteurs. Vous avez des industriels, des grands groupes, des PME, des startups, et puis il y a des représentants là dans la salle. Vous avez des industriels qui émettent du CO2, vous avez des industriels qui captent du CO2, qui proposent des solutions pour le transporter, le stocker, l'utiliser. Vous avez des instituts de recherche, vous avez des associations, des pôles de compétitivité, vous avez des représentants des ports, etc. Donc vraiment, on a une diversité d'acteurs et c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que l'enjeu aujourd'hui, je vais y revenir dans 2 minutes, c'est vraiment de lancer la filière. Et donc ça, ce sont les membres du club CO2. On parle beaucoup de partage d'informations, de co-construction, etc. Et bien, au sein du club CO2 participent aussi des représentants des ministères et des représentants de l'ADEME. Alors, je vais vous donner quelques éléments concernant le contexte. Donc, si vous regardez le contexte à l'échelle internationale, vous verrez que d'ici 2035, donc en 15 ans, en fait, on a un facteur 100 à atteindre. Ça veut dire qu'on doit développer la filière avec un facteur 100 fois plus de CO2 capté, transporté et stocké qu'aujourd'hui. Donc j'espère que vous vous rendez compte. En 15 ans, faire ce facteur 100, c'est un véritable enjeu. Donc si j'en parle maintenant au niveau européen, vous avez ici quelques chiffres. Vous voyez qu'à l'horizon 2050, ce sont 350 millions de tonnes de CO2 qu'il faut transporter et stocker. Transporter et stocker, pourquoi? Tout simplement pour décarboner, on en a parlé, décarboner tous les secteurs qui n'ont pas d'autres solutions de décarbonation, parce que bien entendu, le captage, le transport et le stockage du CO2, c'est une des solutions dans un portefeuille de solutions qui doit servir à la décarbonation. Alors c'est pour décarboner les centrales thermiques, pour décarboner les unités industrielles. Et puis aussi, c'est à horizon 2040, voire 2050, c'est une solution pour retirer du CO2 de l'atmosphère, ce qui est important pour compenser des émissions résiduelles qu'on ne peut pas retirer par ailleurs, par exemple des émissions de l'agriculture. C'est aussi important pour compenser des émissions qu'on a émises dans le passé, parce que vous savez que le CO2 il reste présent dans l'atmosphère pendant quelques centaines d'années. Alors, si on en vient maintenant au contexte français, donc la décarbonation de l'industrie, c'est effectivement un enjeu essentiel pour la France. On a une stratégie d'accélération de la décarbonation en France. Donc, c'est une solution. Le captage et le stockage du CO2, c'est une solution parmi un portefeuille de solutions
qui intervient bien sûr une fois qu'on a totalement décarboné la production d'énergie, ce qui sera fait en 2050, une fois qu'on a fait appel à la sobriété pour évidemment réduire autant que possible les consommations d'énergie dans tous les secteurs. On va aussi travailler, les industriels le font, pour transformer les procédés de façon à ce qu'ils émettent moins de CO2, voire pas du tout de CO2. Et puis, ben voilà, il reste des émissions résiduelles, des émissions dont on ne peut pas se débarrasser comme ça. Et la solution, c'est d'augmenter ce qu'on appelle les puits de carbone. Vous avez ici le wording de la stratégie nationale bas carbone, puits de carbone naturel, puits de carbone technologique. Et c'est là qu'intervient la filière du captage, du transport et du stockage du CO2. Juste quelques chiffres en France. 2018, ce sont à peu près 450 millions de tonnes de CO2 qui sont émis. En 2050, une fois qu'on a activé tous ces leviers, décarbonation de la production d'énergie, sobriété énergétique, changement des procédés pour qu'ils émettent moins de CO2, mais il restera encore 80 millions de tonnes de CO2. Ce sont les chiffres de la stratégie nationale bas carbone qui a été publiée en 2020. Sur ces 80 millions de tonnes de CO2, eh bien, on va faire appel à des puits de carbone naturel, hein, les forêts, les sols, etc. Et il en reste au moins 15 millions de tonnes qu'on ne pourra réduire qu'avec des technologies de captage, de transport et de stockage du CO2. Intéressant, vous voyez que sur ces 15 millions de tonnes, il y en a aujourd'hui 5 millions de tonnes qui vont servir à décarboner l'industrie. Par exemple, décarboner les cimenteries. Hein. Vous savez qu'il y a une partie des émissions des cimenteries. Aujourd'hui, c'est 2/3 des émissions des cimenteries qui sont liées au process, aux réactions chimiques. Donc, ce n'est pas facile de les annuler. Et puis, vous en avez 10 millions de tonnes qui sont liées à la bioénergie. Donc, c'est quoi la bioénergie? Eh bien, tout simplement, par exemple, vous utilisez une centrale biomasse, donc vous allez brûler de la biomasse. Alors évidemment, des résidus forestiers, par exemple, hein, qui ont capté du CO2. Vous brûlez votre biomasse, vous comme ça produisez de l'énergie. Et puis votre CO2, plutôt que de le laisser aller dans l'atmosphère, bien entendu, vous le captez, vous le transportez, vous le stockez. Ben, le CO2 que vous avez mis dans la Terre, c'est du CO2 qui provient de la biomasse et donc qui provient de l'atmosphère. Alors, quelle est la feuille de route? Alors, l'ADEME a publié un avis dans lequel elle a identifié 3 territoires industriels qui sont vraiment des territoires dans lesquels la filière du captage et du stockage du CO2 pourrait être mise en œuvre, on va dire, relativement rapidement. Vous avez un petit encart qui vous présente les critères qui ont été utilisés par l'ADEME. Donc, bien entendu, on va s'intéresser à un volume substantiel d'émissions de CO2 donc sur des sites industriels. Là, quand vous captez du CO2, ce qui est important, c'est évidemment de pouvoir le retirer de l'atmosphère et donc de pouvoir l'isoler, donc de le stocker dans le sous-sol. Donc l'ADEME a regardé les capacités de stockage telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et puis, pour des raisons... Alors, c'est marqué d'acceptabilité sociale, donc de perception sociétale. Elle a exclu les stockages onshore, sauf dans le bassin aquitain, je vais y revenir. Et puis, bien entendu, il s'agit aussi de faire en sorte que la filière puisse se déployer rapidement. Donc, elle a regardé les bassins industriels sur lesquels il y avait quand même suffisamment d'émetteurs de façon à pouvoir mutualiser les infrastructures. Donc, suite à cette étude, sont ressortis 3 territoires privilégiés, donc les Hauts-de-France, avec un potentiel de captage du CO2 de 15 millions de tonnes de CO2 par an. Donc, les Hauts-de-France, c'est typiquement Dunkerque. Et le CO2, il est transporté et stocké en mer du Nord. Pourquoi en mer du Nord? Tout simplement parce qu'en mer du Nord, on a déjà des sites de stockage qui sont identifiés aujourd'hui. Le deuxième bassin, c'est la Normandie. La Normandie, 6 millions de tonnes de CO2 par an qui pourraient être captées donc dans cette région. Pareil, vous avez un site de stockage qui est déjà identifié ou des sites de stockage qui sont en développement en mer du Nord. Et donc, le stockage se fait en Normandie. Le troisième bassin, c'est la Nouvelle-Aquitaine, dont nous avons entendu parler ce matin avec la présentation du projet Picasso. Donc 3 millions de tonnes de CO2 par an qui pourraient être captées sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc là, on est vraiment sur la partie française. Ce matin, Madame de Mangel a parlé de la France et puis de l'Espagne. Donc 3 millions de tonnes de CO2 qui, là, pourraient être captées, donc pourraient être stockées sur le territoire français, donc dans des réservoirs d'hydrocarbures qui ont été déplétés. L'enjeu pour nous,
c'est vraiment de déployer la filière rapidement avant 2030. Où le rapport du GIEC sur la mitigation est sorti en avril, donc on a tous ce chiffre. Il y a urgence à agir, on a 3 ans pour atteindre le pic des émissions. L'enjeu, c'est vraiment de déployer la filière avant 2030. Déployer la filière avant 2030, ça veut dire quoi? Ça veut dire, accélérer le déploiement des projets industriels. On n'en a encore pas beaucoup aujourd'hui sur le territoire, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour aller plus vite, réduire les coûts, réduire la prise de risque des industriels notamment, eh bien, on est en train de développer des clusters pour mutualiser les infrastructures. Vous avez une présentation ce matin de ce qui est fait sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Vous avez des clusters similaires qui sont en train de se développer sur les Hauts-de-France et sur la Normandie. Isabelle Tchankowski vous les présentera tout à l'heure. Et puis, il faut aussi trouver des solutions pour des émetteurs qui ne sont ni dans les Hauts-de-France, ni dans la Normandie, ni en Nouvelle-Aquitaine, de façon à ce qu'eux aussi puissent disposer de solutions pour se décarboner. Donc l'enjeu, c'est vraiment de déployer la filière avant 2030. Aujourd'hui, on va dire que de façon globale, on a les technologies pour capter, transporter, stocker le CO2. La preuve, c'est qu'on capte, on transporte et on stocke aujourd'hui 40 millions de tonnes de CO2 par an. 40 millions de tonnes, c'est quand même quelque chose, même si, encore une fois, le facteur d'échelle, le facteur 100, est quand même un véritable enjeu. Donc, on a des technologies. Par contre, vous avez aussi ici une étude qui a été présentée par Carbon Limits et qui confirme que, d'après ce qu'on voit dans la littérature, effectivement, on est extrêmement confiant sur la disponibilité des capacités de stockage. On sait qu'on a aujourd'hui en Europe des capacités pour stocker plus de 100 ans d'émissions de CO2 au niveau qu'on avait en 2019. Donc ça, c'est assez confortable. Malheureusement, et je vous demande là de regarder le schéma qui est en vert, vous avez la ligne bleue, en fait, c'est entre 2023 et 2036, c'est les volumes de c'est la disponibilité des sites de stockage qui sont opérationnels aujourd'hui. Autrement dit, c'est les capacités de stockage qui sont annoncées comme devant être déployées à horizon 2036. Donc vous voyez par exemple que là aujourd'hui, on n'a pratiquement pas de capacité de stockage, de site opérationnel de stockage, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas les capacités de stockage. On n'a pas de site opérationnel de stockage. En vert, ce que vous voyez, ce sont les volumes de CO2 captés qui sont annoncés par les industriels, donc via notamment, vous avez ici un certain nombre de projets qui sont par exemple des projets financés par la Commission européenne. Donc vous voyez tout de suite le gap qu'il y a entre les volumes de CO2 qui sont annoncés devant être captés et les capacités de stockage opérationnelles. À horizon 2025, c'est 5%. Donc en 2025, vous avez des industriels qui sont prêts à s'engager pour capter du CO2. Eh bien, il y a 5% de sites de stockage qui seront opérationnels en 2025. À horizon 2030, c'est 60% des capacités de stockage qui permettent, les capacités de stockage opérationnelles permettront de stocker 60% des émissions de CO2. Donc vous voyez tout de suite que l'enjeu, il est vraiment sur le stockage du CO2, parce que faut pas rêver, si on n'a pas la possibilité de stocker du CO2 au moment où on peut capter du CO2, eh ben on va pas s'amuser à capter du CO2 pour après le laisser aller dans l'atmosphère. Voilà. Donc voilà un petit peu les éléments de contexte. Isabelle va vous présenter quelques projets qu'on a en France notamment, et puis Laurent reviendra sur les verrous. Mais je voudrais juste prendre une seconde pour terminer en vous donnant rendez-vous à Lyon à la fin du mois d'octobre. Il y a vraiment la grande conférence internationale organisée par l'IEA, le groupe CCS de l'Agence internationale de l'énergie, qui se tient une fois tous les 2 ans, qui aura lieu à Lyon du 23 au 27 octobre 2022. On attend plus de 2000 intervenants. C'est une conférence qui est organisée pour cette édition par évidemment le groupe CCS de l'IEA et puis aussi le club CO2. Merci beaucoup. Le rendez-vous est pris. Alors,
diaporama. C'est celui-ci, je crois. C'est celui-là. Voilà, donc moi, Isabelle Tchernirovski du BRGM, je vais vous parler des projets qui sont en cours de réflexion, en cours de préparation en France. Donc, tout d'abord, il y a vraiment besoin de réfléchir à une échelle territoriale. Et pour ça, il faut déjà savoir où sont nos principaux émetteurs industriels de CO2 et où sont nos zones qui sont propices au stockage de CO2. Alors, sur cette carte, vous avez en rouge tous les principaux émetteurs de CO2. Alors, il faut savoir qu'actuellement, il y a des projets de CCS qui sont engagés là, pour les Hauts-de-France, autour de Dunkerque et du Havre, pour capter des émissions localement et puis aller le stocker, le CO2, sous la mer du Nord, par exemple en Norvège, donc à l'étranger. Mais pour d'autres régions de France, on est en train de rechercher aussi des solutions locales pour faire ça en France. Alors, pour les autres régions, donc outre le nord de la France, les principales émissions, c'est la vallée du Rhône. Et puis, voilà, vous avez aussi, je vais vous montrer des exemples de ce qui est en train de se préparer dans le centre du bassin parisien, la région 3, et aussi dans le bassin aquitain. Alors, il y a 3 grands bassins sédimentaires qui sont propices au stockage géologique de CO2. Ils sont en marron. Vous voyez les courbes en orangé. Ce sont les courbes de profondeur des couches géologiques qui sont propices au stockage de CO2. Donc, vous avez au niveau de Paris, c'est le grand bassin parisien. Dans le sud-est de la France, vous avez le bassin aquitain. Et le long de la vallée du Rhône, vous avez le bassin du sud-est. Alors, ce sont des bassins sédimentaires qui contiennent des alternances de couches géologiques poreuses et perméables et de couches géologiques imperméables. Et donc, on peut, au-delà d'1 kilomètre de profondeur, trouver des endroits de stockage où le CO2 va être piégé sous forme dense, comme un liquide, dans les pores des roches, entre les minéraux des roches. Et la couverture du stockage va être assurée au sommet par une couverture argileuse qui va imperméable, donc qui va empêcher toute remontée de CO2. Ce qui est intéressant à noter, c'est que deux choses. Vous voyez que le bassin du sud-ouest et dans le bassin aquitain et le bassin du sud-est, vous avez les courbes géologiques, les profondeurs qui débordent vers l'offshore, sous la mer. Donc ça veut dire que sous la mer, potentiellement, il pourrait être intéressant de stocker du CO2 si on trouve des sites ad hoc. D'autre part, dans le bassin du sud-est, les grosses étoiles blanches sont des gisements naturels de CO2. Du CO2 qui a grande profondeur, pur, qui est là depuis des millions d'années et qui est stocké de manière pérenne. C'est des analogues naturels pour les stockages. Donc, c'est très important pour les émissions ultimes de CO2 industrielles de voir quels scénarios territoriaux on peut bâtir en s'adaptant aux spécificités et aux besoins de ces territoires. Alors, je vais vous donner un exemple de ce qui se passe dans des territoires du sud et de l'est de l'Europe. Ça a été étudié dans le projet européen Stratégie CCIS, coordonné par le BRGM. C'est un projet de recherche qui a pour but d'élaborer des scénarios de déploiement territoriaux dans ces régions qui sont a priori propices, des régions souvent industrielles, mais il y a aussi des possibilités de stockage et de valorisation de CO2. Et donc, pour voir qu'est-ce qu'il est possible de faire en dehors de la mer du Nord, dans le reste de l'Europe. Donc, il y a 8 régions, vous voyez, dans différents pays qui ont été étudiées, dont 2 en France, puisque le projet est coordonné par la France avec comme partenaires donc, BRGM, IFPEN et Total Énergie. Et en France, on a étudié 2 régions, le bassin de Paris et la vallée du Rhône. Donc, la démarche dans tout le projet, dans tous ces pays, toutes ces régions, on a suivi la même démarche. D'abord, de voir qu'est-ce qu'on peut faire localement comme plan, afin de réaliser une symbiose industrielle et une économie circulaire. Puis après, envisager des connexions au niveau national ou même transnational.
Et dans toutes ces régions, on a étudié le potentiel technique de captage, de transport, de stockage, de valorisation, les aspects économiques, les aspects environnementaux avec des analyses de cycle de vie et des aspects réglementaires. Et tous ces scénarios ont été élaborés avec des comités régionaux de parties prenantes dans chacune des régions qui regroupaient un grand nombre d'acteurs, des représentants de l'État et des services décentralisés. En France, on avait l'ADEME, des représentants de l'industrie, de différents secteurs industriels, des associations environnementales, des bureaux d'études, des acteurs du sous-sol et des transports d'hydrocarbures. Donc c'est des exercices qui ont été faits, mais qui se veulent réalistes quand même, puisque ça a été réfléchi avec ces comités de parties prenantes, et ça se base sur les données disponibles, les meilleures données disponibles dont on dit, voilà, à notre disposition. Alors, un exemple là des résultats, parce que le projet vient de finir en juillet. Tous les résultats sont publiquement accessibles sur le site web du projet, tous les rapports. Donc, je vais vous présenter, il y a plusieurs scénarios qui ont été élaborés avec des scénarios alternatifs. Et là, je vous présente ce scénario-là, où on prévoit de capter du CO2 dans le centre du bassin parisien sur 7 émetteurs. Donc il y a 5 usines de valorisation énergétique de déchets, une usine chimique, une chaufferie. Et on prévoit, donc c'est les ronds. Les ronds, ce sont les différents émetteurs industriels. Puis le scénario prévoit de le transporter par canalisation, les flèches jaunes, jusqu'à 2 lieux de stockage qui sont à l'angle sud-ouest, les losanges verts. Voilà. Et donc pour stocker dans des grès du Trias à 2 km de profondeur, c'est dans des aquifères salins profonds, dans une zone qui a été étudiée préalablement par les acteurs français il y a quelques années, dans le cadre du projet France Nord qui a été financé par l'ADEME. Ce qu'il est envisagé dans ce scénario-là, c'est d'abord de commencer par les 3 plus gros émetteurs d'ici à 2035 et puis après de raccorder les 4 émetteurs suivants à partir de 2035. Donc jusqu'en 2050, on aurait donc 7 émetteurs captés. Et pour le stockage, on commencerait par un premier site et à partir de 2035, le deuxième site viendrait aussi, mais serait aussi en fonction. Voilà. Alors après, il y a toute une analyse économique qui a été faite sur 25 ans, donc c'est sur du long terme, et en prenant en compte les prévisions d'émissions des industriels jusqu'à 2050, c'est-à-dire la part d'émissions irréductibles de CO2, parce que comme vous l'a dit Florence, il y a beaucoup d'actions engagées pour réduire déjà les émissions, mais il en restera quand même une partie irréductible qu'il faudra bien stocker. Donc au total, ce scénario a conclu que on pourrait capter et stocker 29,8 millions de tonnes d'émissions de CO2 irréductibles sur 25 ans. Donc 9,1 qui viennent de la biomasse, donc c'est les émissions négatives qu'on retire du CO2 de l'atmosphère. Et tout ça pour un coût moyenné, donc sur la période, de 39,4 tonnes de CO2 par tonne de CO2 évité. Donc si on compare ça au prix du CO2 sur le marché, donc les hypothèses de prix ont été de 70 € en 2025 et 212 € en 2045. Aujourd'hui, j'ai regardé hier, c'est 70 € la tonne. En août, c'est monté à 94 €. Bon, bref, avec ces hypothèses-là, les quotas d'émissions économisés seraient de 2 581 millions d'euros. Donc vous voyez que dans le cas de ce scénario, qui est un exercice qui se veut assez réaliste, mais ce n'est qu'un exercice, et qui donne à penser, qui donne à réfléchir, eh bien, c'est bien plus intéressant économiquement de mettre en œuvre le CCS plutôt que d'avoir à payer les quotas d'émissions. Et en plus, évidemment, c'est bien plus vertueux pour le climat. Après, je vais passer à l'autre scénario qui a été fait dans le cadre de stratégie CCUS pour la vallée du Rhône. Alors là, les émetteurs sont beaucoup plus gros que dans le bassin parisien et beaucoup plus diversifiés. On a une usine sidérurgique, une cimenterie, une usine chimique, une usine de valorisation énergétique de déchets, une raffinerie, une usine de production d'hydrogène. Donc tous ces gros émetteurs ont été considérés, y compris leurs prévisions d'émissions de CO2 jusqu'en 2050, donc d'émissions ultimes. Et il y a 2 sites de stockage qui ont été envisagés dans ce scénario. Il y a
Donc, on s'est focalisé sur Fos parce que dans la vallée du Rhône, c'est là qu'il y a les plus gros émetteurs dans ce scénario-là. Et pour le stockage, il y a 2 sites qui ont été considérés. Donc, tout à fait en bas, tout près de Fos, sur la gauche, vous voyez le petit triangle bleu, il y a 4 structures en aquifère salin profond qui se trouvent sous la Camargue, qui ont été étudiées dans le cadre d'un projet aussi soutenu par l'ADEME dans le passé, le projet Vasco, en aquifère salin profond. Et puis, il y a aussi le scénario de stockage dans le bassin parisien, dans les zones qu'on a mentionnées tout à l'heure. Voilà. Donc, le transport du CO2 se ferait par bateau jusqu'à la Camargue ou par canalisation jusque vers Paris, sachant qu'il y a une partie des canalisations existantes qui peuvent être réutilisées, qui a été comptabilisé dans le scénario. D'autres seraient à construire, mais on pourrait le faire le long de canalisations existantes. Donc, sur 2025-2050, pour les émissions irréductibles de CO2 sur cette période, il y en a 50, donc les 50 millions de tonnes de CO2 de ces émissions irréductibles pourraient être captées. Et dans ce scénario, il y en a une part non négligeable qui pourrait être utilisée pour fabriquer, par exemple, du méthane ou de synthèse ou des carburants synthétiques, et 29,4 stockés. Le coût est de 41,3 par tonne de CO2 évité en moyenne. Dans ce scénario, on a un revenu de la vente du CO2 pour l'utilisation de 2147 millions d'euros. Et les quotas d'émissions économisés se montent à 2104 millions d'euros. Voilà, donc ici aussi, ça paraît vraiment intéressant. C'est vraiment des choses qu'il faut creuser et continuer à discuter avec les acteurs des territoires, y compris imaginer d'autres scénarios alternatifs. Et maintenant, je voudrais parler aussi de ce qui se passe au niveau du bassin aquitain. Bon, on en a parlé ce matin, Valérie Demangel notamment, puis Terega en a parlé aussi tout à l'heure. J'ai juste cette diapo pour rappeler que c'est une initiative qui a été initiée en 2021, qui associe une trentaine d'institutions et d'industriels autour du pôle Avenia. Et l'idée, c'est de faire un projet de territoire transfrontalier France-Espagne pour décarboniser l'industrie locale. Donc, dans tout ce secteur, il y a plus de 13 millions de tonnes de CO2 par an qui sont émises dans un rayon de 200 km par diverses industries, aussi bien donc au nord de l'Espagne qu'au sud de la France. Et le potentiel de stockage de gisements dans les gisements de gaz épuisés, le potentiel de stockage est supérieur à 500 millions de tonnes de CO2, ce qui fait l'équivalent du stockage d'émissions de 40 ans d'émissions actuelles de CO2. Voilà, donc l'objectif du projet est de fournir un service territorial mutualisé de valorisation et de stockage du CO2 pour une durée minimale de 50 ans. Et en se basant sur les forces de la région, l'existence des réservoirs souterrains du sud-ouest de la France, qui ont vraiment alimenté la France en gaz pendant 60 ans, l'existence du bassin industriel et de la plateforme industrielle, plateforme de lac, et aussi l'expérience positive du pilote de captage et de stockage de CO2 qu'a mené Total à Lacrousse en 2010-2013, où 51 000 tonnes de CO2 ont été captées et stockées. Alors, quel potentiel global de stockage de CO2 en France? Alors, il faut savoir que la connaissance est partielle. Il y a eu des études, pas mal d'études au niveau européen, projets de recherche européens aussi, quelques projets français. Et on n'a pas regardé tout le sous-sol, mais on a regardé certaines zones. Et c'est des calculs, pour l'instant, qui restent quand même assez théoriques, tant qu'on n'a pas fait vraiment d'acquisition de données, de tests, d'injection, etc. Donc, pour le bassin parisien, onshore, donc, il y aurait plus de 8 000 millions de tonnes de CO2 de capacité de stockage en aquifère salin profond et dans d'anciens réservoirs d'hydrocarbures. Pour le bassin d'Aquitain, onshore, je vous disais tout à l'heure, 560 millions de tonnes de CO2 dans les anciens réservoirs de gaz. Et puis, par contre, on n'a pas du tout étudié dans ce bassin les aquifères salins profonds, ni onshore ni offshore. Je vous ai dit tout à l'heure que ça débordait vers le golfe de Gascogne et qu'il pouvait y avoir des possibilités de stockage par là. Pour la vallée du Rhône aussi, on a vraiment regardé que la région de Fos avec les 54 millions de tonnes de CO2 qui seraient stockables sous la Camargue.
en aquifère salin profond, mais on n'a pas regardé le reste des formations sédimentaires dans la vallée du Rhône et dans ce bassin. Donc il y a vraiment des nécessités d'explorer le sous-sol partout dans ce bassin, y compris dans la Méditerranée, de faire peut-être aussi un hub de stockage dans la Méditerranée. Donc il y a des acteurs français qui se mobilisent maintenant qui essaient de se mobiliser pour préciser ces capacités de stockage un peu partout. Donc les travaux qui restent à mener, justement, c'est la nécessité de préciser les possibilités pour des stockages géologiques sur les territoires français, et onshore et offshore. Et ça, c'est vraiment marqué dans le contrat de filière Nouveau système énergétique qui a été signé pour 2 ans entre l'État et la filière. Et donc ça, c'est initié et c'est vraiment important si on ne veut pas dépendre uniquement des capacités de stockage à l'étranger, puisqu'on a le savoir-faire en France, on doit pouvoir avoir aussi les capacités de stockage des sites, et pour des raisons de souveraineté et de balance commerciale et d'emploi aussi. Voilà, c'est vraiment important de voir ce qu'on peut faire en France. Aussi pour pouvoir planifier nos réseaux de captage, de transport, il faut savoir où on va aller stocker. Et donc, il faut vraiment qu'on arrive, vu l'urgence climatique, à préciser très rapidement où et combien on peut stocker en France et préparer tout ça. Et donc, ça nécessite forcément de mener des études de caractérisation fine de quelques zones de stockage, de faire des études géologiques très précises et de proposer des pilotes de stockage de CO2 en France pour aller maturer de manière progressive, monter en TRL et permettre le déploiement le plus efficace et le plus sûr et le plus rapide possible. Donc, sur un secteur du bassin parisien, dans le cadre du projet de recherche européen Pilot Stratégie, qui est coordonné aussi par le BRGM, qui a démarré il y a 1 an, il y a une caractérisation qui a commencé avec acquisition de Sismic 3D et beaucoup d'autres études, et dans le but, à la fin du projet, à la fin des 5 ans, de proposer la construction d'un pilote de stockage de CO2 en aquifère salin profond. Voilà. Pour finir, je voudrais vous dire que donc, pour les projets en France, c'est vraiment, vraiment important, vu l'urgence climatique, de se mettre à réfléchir intensément sur les opportunités de mise en œuvre de cette solution de captage, stockage et valorisation du CO2, et que c'est très important de le faire, de raisonner à une échelle territoriale, comme je vous l'ai montré. Et j'en profite pour vous dire que lundi 3 octobre, donc très bientôt, à Lyon, on organise un séminaire régional Auvergne-Rhône-Alpes sur le captage, stockage et la valorisation du CO2 pour sensibiliser et dialoguer avec tous les acteurs de la région sur les scénarios qui feraient sens et sur le rôle des acteurs de la région pour la mise en œuvre de ces solutions dans la région, mais aussi en France. C'est organisé avec le Club CO2 et Excel, l'infrastructure de recherche européenne sur le captage, stockage et utilisation du CO2. Voilà, merci pour votre attention. Merci à vous. Que d'événements, dites-moi. Merci Madame Salikovski. Il est encore temps de s'inscrire, surtout si vous habitez en Auvergne-Rhône-Alpes, si vous travaillez en Auvergne-Rhône-Alpes, vous allez sur le site du Club CO2 et vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Merci pour ces précisions. Je voudrais donner la parole pour terminer à Laurent Jam, directeur adjoint scientifique au CNRS à l'INSU. Quel défi pour le stockage? Et puis, à la fin de cette intervention, comme on a un tout petit peu de temps, ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions, peut-être, de les poser. Voilà, c'est celui-là. Alors, je passe en diaporama. C'est où le diaporama? Je vais Et voilà. Très bien. Merci Mathieu. Bonjour à tous et à toutes. Donc, j'ai la lourde charge de terminer cette session et cette journée sur un sujet qui est aussi relativement polémique. Et donc, quelque part, j'ai pris le parti pris avec Thomas, qui m'a vraiment beaucoup aidé à construire cette présentation. J'ai pris le parti pris de mettre les pieds dans le plat tout de suite et de vous parler de Greenpeace et de la position de Greenpeace en 2008 sur le captage, le stockage du CO2.
Et en fait, pourquoi? C'est parce que quelque part, les points d'attention, voire les critiques qu'a porté Greenpeace sur cette technologie-là à l'époque, étaient légitimes et demandaient à être débattus, ont d'ailleurs été assez débattus. Et quelque part, je voudrais les reprendre aujourd'hui. Et vous verrez qu'en fait, elles ne couvrent pas uniquement les questions des risques. Ce rapport, en fait, s'appelait False Hope, hein, et il portait essentiellement sur la critique de la technologie pour les enjeux de décarbonation des centrales thermiques. Hein. Donc ça, il faut quand même le garder en tête. C'était la principale cible de Greenpeace à l'époque. Et effectivement, en Europe notamment, l'accent était très fortement mis sur la décarbonation des centrales à charbon et des centrales à gaz en 2008, notamment par les initiatives de la ZEP, la plateforme européenne. Et Greenpeace voyait ça comme effectivement un enjeu parce que ça allait permettre de prolonger la vie des fossiles, et Greenpeace voulait passer aux renouvelables, ce qui est tout à fait entendable. Alors l'Europe aussi a entendu, le gouvernement français et beaucoup de gouvernements européens ont changé un peu leur discours depuis progressivement, je dirais, sur la question du captage et du stockage du CO2. Et petit à petit, ont beaucoup plus parlé de cette technologie pour limiter les émissions résiduelles de l'industrie, donc des émissions que l'on ne peut pas réduire facilement. Et aussi pour créer, hein, on en a parlé tout à l'heure, des voies dites d'émissions négatives, donc en captant du CO2 émis à partir d'installations biomasse. Et donc vous voyez que dans le scénario de l'IEA qui s'appelle le scénario net zéro pour 2050, hein, qui figure en bas, hein, c'est le graphique d'en bas, vous voyez qu'effectivement le CCUS sur le charbon ou le gaz en fait est réduite à une portion relativement congrue, mais se déploie plutôt massivement sur les émissions industrielles, la bioénergie évidemment, et puis tout ce qui est production de carburant, hein, quelque part. Et il y a une petite partie en rouge qu'il faut quand même noter, qui est la partie captage dans l'air, hein, captage des émissions, non pas des émissions cette fois, mais du CO2 directement dans l'air, associé au stockage ou à l'utilisation. Alors, la première critique de Greenpeace quand même, enfin c'était pas la première hein, d'un point de vue quand on parcourt le rapport, mais celle que j'ai choisi d'amener en premier, c'est évidemment l'enjeu lié au risque pour les populations et les écosystèmes. Et je vous ai mis dans le carré rouge exactement le texte qui figure traduit, mais dans le rapport de Greenpeace. Et effectivement, en fait, toutes les personnes qui s'intéressent au risque et à la façon dont on doit traiter les risques liés au stockage du CO2 en conviennent. Il y a deux principaux scénarios de risque pour cette technologie-là. D'une part, il y a les fuites de CO2 en dehors du complexe de stockage. Donc le complexe de stockage, en gros, c'est le réservoir dans lequel on injecte un petit peu plus étendu pour inclure les barrières. Et là, l'enjeu premier, évidemment, c'est la qualité du confinement du CO2. Donc l'enjeu premier, c'est pas la fuite, quelque part, c'est le contrôle de l'intégrité des barrières. Et ça, dans l'industrie pétrolière, il y a quand même énormément de technologies et de savoir-faire pour contrôler de façon très très serrée l'intégrité des puits et contrôler autant que possible, évidemment, l'intégrité des barrières dites géologiques, qu'elles soient failles ou roches couvertures. Quand on passe aux impacts, donc l'impact des fuites est relativement connu. Hein, les fuites de CO2, le CO2 dissous dans l'eau va acidifier légèrement l'eau. Et évidemment, il peut y avoir pollution des aquifères, acidification des sols. Il peut aussi y avoir accumulation dans des zones un petit peu confinées avec risques sanitaires associés à ces accumulations si cela se passe. Et ces impacts sont relativement bien connus à partir de l'étude des gisements naturels de CO2 et de fuites naturelles, par ailleurs, comme à Latera en Italie, qui émergent en surface. Le deuxième scénario extrêmement important, c'est évidemment la sismicité induite par l'injection. Alors là, ce n'est pas un scénario qui est uniquement CO2, je dirais. Hein. C'est un scénario, c'est un risque que l'on retrouve pour les opérations de géothermie. Et effectivement, quand on repressurise, en gros, quand on augmente la pression dans le sous-sol, on a un risque de sollicitation mécanique du sous-sol
et on a le risque effectivement de faire bouger le sous-sol avec une sismicité, en créant une sismicité qui peut créer des chemins de fuite, mais qui peut aussi, évidemment, dans les cas ultimes, arriver à créer des événements sismiques avec d'impact sur les installations de surface et notamment les maisons. Alors évidemment, tout ça est à contrôler soigneusement, donc par un contrôle très serré, là aussi, de l'injection du CO2, de l'augmentation de pression, et grâce à des modèles, notamment des modèles couplés injection, donc écoulement des fluides et géomécanique, qui vont permettre d'évaluer un peu ces effets. Évidemment, dans le cas du CO2, bon, je voulais peut-être reprendre ce que disait Isabelle. Nous sommes en général dans des environnements sédimentaires avec des contextes géologiques relativement peu sismogènes. Ça ne veut pas dire pour autant que ces enjeux sont négligeables. En conclusion, moi je dirais que ce point effectivement sur les risques est tout à fait valide et il faut le reconnaître. Il faut aussi être extrêmement transparent sur les risques, mais les technologies et les procédures existent. On a travaillé dans le domaine du CO2 notamment depuis près de 20 ans maintenant sur la question de la gestion des risques, avec un développement de bonnes pratiques, un développement de procédures qui permettent d'assurer au moins un bon traitement de ces risques. Alors, ça ne veut pas dire du tout qu'on ne sera pas un jour confronté à des accidents ou à des crises, etc. Mais on a les moyens, de façon préventive ou de façon curative, de traiter ces risques. Je voudrais rajouter aussi que la réglementation est extrêmement exigeante en général sur la sécurité des stockages. On le voit évidemment dans la réglementation européenne, nationale de fait, mais aussi dans les réglementations qui ont émergé aux États-Unis. Alors, le deuxième enjeu pointé par Greenpeace, c'est l'enjeu lié à l'efficacité du confinement. Donc là, on est plus sur un enjeu d'efficacité en termes d'options de mitigation du changement climatique. Alors, il reparlait de risques, en l'occurrence, mais en gros, ce qu'il disait ici, c'est que, en fait, il y avait risque pour que ces stockages fuient, et à ce moment-là, les fuites allaient compromettre les efforts d'atténuation du changement climatique. Alors ça, c'est un argument important, effectivement. D'ailleurs, il cite toujours dans leur rapport le GIEC, mais le GIEC était plutôt optimiste. Hein. Le GIEC, dans son rapport sur le stockage de CO2, disait quelque part que la fraction de CO2 retenue dans les réservoirs géologiques allait être très probablement supérieure à 99% sur 100 ans et dépasserait probablement 99% sur 1000 ans. Donc, quelque part une position assez optimiste, et Greenpeace commente derrière en disant c'est valable, ils reconnaissent quand même que c'est valable, pour des sites de stockage bien sélectionnés, entièrement caractérisés, correctement conçus et correctement gérés. Et là, c'est un message extrêmement fort que nous porte Greenpeace ici sur la qualité d'exécution des projets. Et effectivement, ils ont entièrement raison. Il s'agit vraiment de travailler du mieux que l'on peut pour implémenter des stockages géologiques de CO2 en respectant tout workflow d'une opération d'ingénierie du sous-sol, hein, qui passe par les phases d'exploration, de caractérisation, de design, de construction, d'opération, de fermeture et de post-fermeture. Donc je dirais que importance de la qualité d'exécution, importance du contrôle de la qualité d'exécution, c'est aussi quelque chose que pointait Greenpeace. Il n'était pas préoccupé par les premiers projets, qui allaient évidemment, qui auraient l'attention de tout le monde, mais plutôt par la multiplication des projets qui pourraient mettre en péril, en gros, les instances de contrôle parce que pas assez nombreuses. Hein. Évidemment, de mon point de vue, je pense qu'on a toutes les technologies pour faire correctement notre travail, hein, que ce soit des technologies de caractérisation, de monitoring, de modélisation, de construction, de forage, etc., enfin construction de puits ou autre. Hein. L'industrie pétrolière, et ça a été dit ce matin, a très très largement dans son portefeuille les technologies utiles et nécessaires pour construire des sites de stockage fiables, mais faut-il encore les utiliser ? Les compétences, effectivement, quand on associe les compétences pétrolières aux compétences peut-être plus du côté de l'hydrogéologie, sont aussi disponibles. Hein. Il faut qu'elles soient renforcées chez les opérateurs, mais aussi dans les agences de contrôle. Et la réglementation, quelque part, elle doit être en place. Mais comme je le disais, elle est relativement exigeante et elle a été déclinée ensuite, cette réglementation, en guideline, hein, en procédure d'implémentation, notamment pour la directive européenne.
Donc le message, là, de mon point de vue, notre point de vue avec Thomas, c'est que les technologies et les procédures existent pour assurer une bonne qualité d'exécution et la performance des stockages. L'enjeu serait plutôt de s'assurer effectivement que les stockages sont correctement réalisés sur le long terme et dans leur multiplicité. Ensuite, alors le troisième enjeu, en fait, il est double cet enjeu pour Greenpeace parce qu'il parle à la fois de coûts financiers et de coûts énergétiques. Là, je n'ai repris que l'argument sur le coût financier. Et effectivement, donc Greenpeace pointe un enjeu en fait de doublement des coûts des centrales. Alors là, encore une fois, on était plutôt sur les centrales thermiques et donc du coup une augmentation du prix de l'électricité tout à fait significative. Et il s'inquiétait aussi d'une diversion, je dirais, des investissements des centrales à charbon ou à gaz plutôt que des renouvelables, quelque part. Alors, il est vrai que le captage a un coût, et je vous ai mis en haut à droite en fait les coûts de captage en fonction des types d'émissions. Alors évidemment, plus les émissions sont pures en bleu foncé, plus les coûts de captage sont limités. Mais quand on commence à avoir des émissions diluées, on est sur des coûts de captage plus élevés. Et évidemment, quand on va chercher du CO2 à 400 ppm dans l'air, là, les coûts de captage sont très importants. Je vous ai mis aussi sur la gauche, en bas à gauche, l'argument qui répond un peu à cette préoccupation de Greenpeace, qui est que l'investissement sur le CO2 va en fait affecter l'investissement sur les renouvelables. Là, je me rappelle quand même en 2004, il me semble, la théorie des wedges de Sokolov et de Pacala, qui disait nous n'avons pas le temps, en 2004, nous n'avons pas le temps, nous devons de déployer toutes les solutions de mitigation le plus rapidement possible et au volume maximal. Si je me souviens bien, on était à peu près dans ce discours-là. Donc effectivement, il n'est pas question de compétition, il n'est pas question de concurrence, mais plutôt de complémentarité. Voilà, et je dirais que pour terminer, peut-être le CCS, de mon point de vue, est légitimé par la nécessité de capter les émissions résiduelles, surtout donc en Europe et particulièrement en France, qui sont des émissions industrielles pour lesquelles il n'y a pas d'alternative, mais aussi, comme l'ont précisé Isabelle et Florence, pour générer des puits carbone. Le dernier enjeu, qui est un des enjeux, de mon point de vue, les plus importants, qui a aussi été évoqué par Isabelle et Florence, c'est un enjeu lié à la temporalité du déploiement. Donc là, souvenez-vous, nous sommes en 2008, et en gros, Greenpeace dit pour éviter les pires effets du changement climatique, les émissions mondiales de gaz à effet de serre doivent commencer à diminuer après 2015. Bon. Nous sommes en 2022. Et la critique portait sur le CCS parce que le CCS n'était pas vu comme ayant un impact avant 2030. Je pense que 2030 est un chiffre qu'a repris Isabelle tout à l'heure. Et effectivement, il y a vraiment un enjeu ici de dynamique, de temporalité dans le déploiement de cette technologie-là. Vous avez un petit schéma en haut à droite qui vous précise un petit peu ça. Là, vous avez en jaune 2 scénarios de l'IEA, qui sont le scénario net zéro complètement sur la droite et le scénario de développement durable qui est légèrement sur la gauche. Et vous avez le pipeline de projets qui figure jusqu'à en gros 2025 et puis ensuite on saute à 2030 et vous voyez que le pipeline de projets est très très en dessous des objectifs pour ces 2 scénarios-là. Donc là, il y a un énorme enjeu, et il y a un énorme enjeu qui a été reconnu par l'industrie depuis toujours, je dirais, cet enjeu dit de capacity building en anglais. Et ça, c'est essentiellement dû au fait, effectivement, que concevoir et réaliser un projet de CO2, ça prend du temps. On est sur, effectivement, des temps de préparation qui sont probablement entre 7 et 10 ans. Et donc, pour avoir un impact, il faut effectivement démarrer relativement tôt et surtout avoir un pipeline de projets, une logique d'investissement qui va permettre cette croissance. Alors, ce travail a été fait aux États-Unis en 2019 par le National Petroleum Council à la demande du secrétaire à l'énergie qui a commandé, le secrétaire d'État à l'énergie, une feuille de route qui a été publiée pour un déploiement à l'échelle du stockage de CO2 avec un objectif, alors qui est affiché par cette feuille de route, de 500 millions de tonnes par an stockées en 2045 à peu près. Et je vous ai mis dans le tableau
les investissements qui sont identifiés pour assurer ce déploiement, donc à hauteur de 500 millions de tonnes. 500 millions de tonnes, du point de vue des experts américains, est un chiffre conservateur compte tenu des logiques, enfin de la géologie des États-Unis. On pourrait arriver à stocker probablement 1 à 2 milliards de tonnes à l'horizon 2050 par an. Donc là, on a fait le tour des enjeux de Greenpeace et vous voyez que, en fait, ce sont des enjeux qui sont importants, qu'il s'agit de discuter, qu'il s'agit de travailler, et là encore, qu'il s'agit de débattre, parce que je crois que l'important, justement, c'est d'arriver à conclure sur ces enjeux. Pour moi, ce ne sont pas tout à fait des verrous, c'est beaucoup plus des choses qu'il s'agit effectivement de débattre et parfois d'organiser. Et de mon point de vue, je pense que en fait, il y a un certain nombre de facteurs clés pour que nous soyons en capacité, dans les années qui viennent, de déployer cette filière en France. Les deux premiers facteurs clés, je les ai mis en vert là, parce que ça me paraît pas vraiment être le sujet à l'heure actuelle. Je pense que nous avons les technologies, nous avons l'expérience, les compétences scientifiques et techniques pour faire du bon travail en termes de réalisation de projets. Nous avons un écosystème industriel qui est extrêmement riche et qui va à la fois des opérateurs aux sociétés de services équipementiers. On a quand même une tradition d'industrie qui nous vient de l'industrie pétrolière et un volume de compétences qui est assez impressionnant avec de grands majors, mais aussi des grandes compagnies de services et tout un réseau de PME et de TI qui développent des technologies. Par contre, de mon point de vue, un certain nombre d'enjeux plutôt non techniques demeurent. Je ne dirais pas que l'environnement réglementaire est complètement réglé. Je pense que notamment pour la question de la responsabilité long terme, peut-être aussi pour les enjeux dits de monitoring fiscal, en gros la comptabilité carbone, je ne suis pas sûr qu'on ait complètement éclairci le cadre réglementaire associé au stockage du CO2. Et je pense que ce qui nous manque aussi certainement, c'est des mécanismes financiers appropriés pour soutenir le démarrage de la filière, en particulier les efforts requis pour l'exploration. Un deuxième enjeu un peu orange que je vois, c'est vraiment la nécessité absolue pour moi de travailler de façon très ouverte avec toutes les parties prenantes, y compris de la société civile, sur deux choses. Et là, j'anticipe un peu sur l'étape d'après, mais la discussion autour de la légitimité de la technologie dans le cadre du contexte français, voire même les conditions de la feuille de route de déploiement, dire par quelles étapes devrait-on passer pour qu'on ait confiance dans la technologie au niveau français. Et en deuxième partie, évidemment, pour la réalisation des projets. Donc je pense qu'il est essentiel que nous rentrions non seulement dans un dialogue avec les parties prenantes, y compris de la société civile, mais aussi dans des actions de co-construction pour que ce projet-là, en fait, de déploiement technologique voit le jour. Nous aurons besoin de créer ce collectif. Et je vais terminer par ça. Je pense que ce collectif ne pourra être mis en œuvre que par l'impulsion et l'intérêt d'abord des politiques. Donc, on en a parlé ce matin. Je pense que les régions, par exemple, ont un rôle essentiel à jouer, et elles commencent à jouer leur rôle. Mais le soutien politique, puisque les régions ont quand même à leur charge la gestion de l'énergie et ont des feuilles de route de décarbonation, les régions ont un rôle à jouer aussi pour créer cette dynamique collective. Merci beaucoup, Laurent Jam. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des réactions, des points de vue? Qu'est-ce qu'il faudrait? Moi, j'en ai peut-être une, et puis on peut s'arrêter là. Encore une fois, sauf s'il y a des questions, des remarques. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, c'est une question que j'adresse à vous trois, peut-être, pour favoriser cet intérêt, diffuser cette culture, je dirais, de ces thématiques auprès des décideurs politiques à toutes les échelles? Alors, bien sûr, vous allez me répondre, j'imagine que ce type d'événement peut s'y prêter. Il y a peut-être d'autres pistes? Voilà, eh bien, écoutez... Je ne vais pas faire les questions et les réponses. Je pense que oui, c'est un effort de longue haleine. Effectivement, ce colloque peut peut-être contribuer à démarrer la dynamique.
la manifestation dont Isabelle parlait au niveau régional, des débats, pas des débats d'ailleurs, mais des dialogues sur la filière qui sont en cours, hein, dont un avait lieu pas plus tard que lundi dernier en région Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, sont aussi extrêmement importants. Mais je pense que quelque part, l'enjeu, c'est d'abord c'est d'ouvrir le débat le plus largement possible, de ne pas sauter trop vite au projet, mais de parler effectivement de la technologie, de sa légitimité, des alternatives. Mais j'ai envie de vous dire, pardon, je vous interromps, est-ce qu'on a le temps ? Puisque oui. continuellement, j'ai entendu les deux précédentes intervenantes rappeler crise écologique, crise climatique, attention, il faut se dépêcher, etc. En même temps, vous êtes plutôt dans une recommandation de type prenons le temps d'exposer, d'expliquer avant de se lancer dans les projets. Ces deux approches sont-elles compatibles ? La concertation prend du temps et on ne pourra pas y échapper, à mon avis. Oui. C'est vrai qu'il y a urgence, mais il faut faire les choses bien. Mais comme disait Laurent tout à l'heure, quand il a cité Sokolov là, avec ses wedges, dans un article de 2004, qui disait que toutes les solutions de décarbonation doivent être développées. Il y a urgence, enfin, à leur maximum de leur potentiel. Il ne faut pas attendre de se dire ben, cette solution-là, on verra plus tard si on en a besoin, etc. Il faut être convaincu que toutes les solutions de décarbonation qu'on a, eh bien, il faut toutes les étudier et voir ce qui fait, quelle combinaison de solutions à l'intérieur d'un territoire fait le plus sens. Donc, il faut... Je pense qu'on pêche un peu actuellement. Je pense qu'on considère... on entend très peu parler de ces solutions de captage et stockage de CO2 en général. Pourquoi ? Parce qu'elles sont peu connues encore. Et pourquoi sont-elles peu connues ? Parce que c'est assez nouveau et parce que... pas tant que ça, a priori. Et parce que les énergies renouvelables, c'est plus facile peut-être à comprendre, à saisir. C'est un problème de communication, c'est un problème de complexité de sujet, c'est un problème d'intérêt global. Peut-être, comme on me disait de Laurent, de légitimité de la filière qui n'est pas encore complètement reconnue, je pense. Oui, donc je partage tout ce qui a été dit, bien évidemment, avec le besoin de partager, l'urgence aussi. Et je pense qu'il faut aussi partager sur les projets qui sont en cours juste à nos frontières. Là, il se passe un certain nombre de choses en Europe et ce sont des projets qui peuvent aussi alimenter le débat sur le fait qu'on peut faire et on sait faire. Donc il faut travailler la concertation, c'est extrêmement important. Les projets de territoire, bien entendu, ce sont des moteurs. Et puis, il faut aussi s'appuyer sur des exemples parce que, voilà, on a aujourd'hui donc le projet Northern Light, dont vous avez entendu parler dans la presse, j'en suis persuadée, qui va être quand même un premier projet commercial de stockage du CO2. Donc, on est là sur un projet commercial de très grande ampleur. Donc, il y a des choses qui se font. Il faut vraiment travailler à l'échelle européenne. Laurent Jam. Je pense qu'on en parlera. Il y a une question. Allez-y, je vous écoute. Je vais tendre le micro pendant ce temps-là. Je vais lancer simplement un mot. On parlera demain probablement du défaut de politisation du sous-sol. C'est prévu, en effet. Oui. Donc, Habib El-Khatib de Spotlight. Moi, c'est une question plus économique. Vous avez montré tous les trois, et merci pour vos présentations, des enjeux économiques énormes à plusieurs milliards d'investissements. Et donc, on pourrait voir poindre une économie très importante avec des acteurs importants sur le stockage du CO2. Et la question, elle est de savoir si la France aura sa place, sachant que, vous l'avez cité, d'autres acteurs en mer du Nord, ou alors aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, vont immanquablement avancer vite et peut-être plus vite que nous sur le stockage de CO2. Donc, est-ce qu'on n'a pas le risque de voir finalement cette économie-là filer entre les mains d'acteurs étrangers, alors que la France a jusqu'à On se poserait présent... trop de questions, c'est ça l'idée. Les questions sont légitimes, ça mais enfin, faut pas trop en poser, quoi. Mais est-ce que finalement, vis-à-vis des décideurs publics, est-ce que là, à force de trop attendre, on ne prend pas le risque d'avoir des Google du stockage de CO2, Google, quoi, et pas français? Qui peut répondre? Donc j'ai commencé par donner quelques éléments de réponse. Donc, Habib, tu as raison. Les choses bougent aujourd'hui en Europe, les choses bougent en Australie, aux États-Unis, etc. Maintenant, là, si on discute avec les industriels, on peut le faire. On est prêt pour le faire.
On ne va pas dire qu'on a de l'avance en France, ce serait complètement fou et vous en avez bien conscience. Mais en tout cas, on peut encore monter dans le train. Là, il n'est pas encore parti. Donc c'est maintenant que tout se joue. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, il va y avoir certainement des gros projets mutualisés, etc. Mais il y aura besoin de projets territoriaux. Je pense qu'on n'a pas aujourd'hui un modèle. Il y a 15 ans, on vous aurait parlé de la filière CCS. Le schéma qu'on vous donnait, c'était une industrie avec son stockage pratiquement dessous. On est aujourd'hui dans d'autres modèles. Et la filière va se développer et la filière va se développer en diversifiant des modèles. Donc oui, il y aura une place. Maintenant, il faut quand même lancer des démonstrateurs, des premiers industriels dès aujourd'hui. Une autre question, monsieur, allez-y, je vous en prie. Oui, je remercie Daniel Picard, Banque mondiale. Je remercie Habib de m'avoir piqué ma question, là, parce qu'on en avait discuté à la pause. Non, c'est très bien. Il paraît que vous en avez une. Donc c'est à peu près la même question, mais que je formulerai un petit peu différemment. Je fais partie d'un groupe de travail à la Banque mondiale sur le CO2. Il y a un groupe absolument considérable que je découvre avec... mais par contre, je pense qu'ils n'ont pas forcément les compétences qu'il y a dans cette salle qui me frappent, qui sont d'un très haut niveau. Je vous relais ce que j'ai entendu, c'est que la Banque mondiale dit un peu ce que vous disiez là, à l'instant. Donnez-nous, et moi on me demande, indique-nous des projets qu'on puisse financer tout de suite. On n'a plus le temps de réfléchir, de faire des gros rapports. Ce qu'on veut maintenant, c'est des projets qui répondent aux normes qui se sont fixées, bien sûr. Mais j'ai senti un certain caractère d'urgence. On veut des projets, on veut voir des industriels qui viennent nous voir avec des projets. On a des fonds pour les financer. Ça, j'imagine que comme ils ne financent plus les projets oil and gas, ces fonds maintenant se tournent vers la capture du CO2 et les enjeux climatiques. Donc j'ai senti à la Banque mondiale une volonté très forte, et on le voit dans les communications politiques récentes, une volonté très forte d'aller très vite et de faire un petit peu ce qui était dit il y a une minute. On peut réfléchir d'un côté, mais en même temps, on fait ces projets et il y a un caractère d'urgence. Et ce qui m'a frappé, c'est que je n'ai pas entendu une seule fois dans cette réunion là, le rôle que pouvait jouer la Banque mondiale pour financer les projets dont vous parlez. Sauf la dernière personne qui a dit on a un besoin de régler les problèmes de financement. Attendez, l'événement n'est pas fini. Merci. Il y a toute une journée. Merci Habib. Une réaction finale peut-être, bon, c'est revenir sur la question des injonctions contraires dans lesquelles cette filière semble prise. Bon, on peut peut-être continuer la discussion demain, à moins que vous ayez envie d'intervenir pour un mot de la fin. Non? Oui? Allez. Oui, je voudrais rebondir. Donc c'est vrai qu'on a besoin de financement. Il y a une complexité qui a été abordée aussi au niveau de la filière, c'est que vous voyez qu'il y a des acteurs qui sont complètement différents. Le captage, le transport, le stockage, avec des infrastructures qui ne sont pas disponibles aujourd'hui. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas faire. On peut faire, mais une des difficultés, et je reviens sur cette notion de temporalité, peut-être un petit peu différemment de ce qu'a dit Laurent tout à l'heure, c'est que quelque part, pour qu'un industriel investisse vraiment dans une technologie de captage du CO2, il va avoir besoin d'être sûr qu'il aura à disposition les infrastructures de transport et de stockage. Et donc cet alignement de planètes aussi, si je puis dire, il est pas facile à gérer aujourd'hui dans cette démarche, dans cette étape de lancement de la filière. Merci vraiment à vous trois, Florence Del Prajano, Isabelle Sarniszowski et Laurent Jam pour cette intervention finale. On peut les applaudir, ça sera une façon de les remercier. Un grand merci à vous pour cette écoute attentive, pour vos questions très très riches. L'événement continue demain dès 9h15. On va parler d'acceptabilité notamment tout au long de la journée de demain. C'est un des thèmes qui seront abordés avec notamment demain matin, toute première heure, on sera notamment avec Madame Jouanneau et avec Monsieur Schwartz, le représentant de la FNE, qui vont avoir des choses à se dire justement sur la façon dont on peut faire avancer ces sujets. Très bonne soirée à toutes et à tous. Il y a un cocktail qui vous est proposé à la sortie de cette salle. À demain.